Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence pour cette nouvelle rencontre virtuelle de la librairie Dialogue, pour laquelle nous aurons donc le plaisir ce soir d'écouter Maurice Barthélémy. Alors bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cet événement. Bonsoir, bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Ça me fait très plaisir. C'est la première fois que je fais c'est la première fois que je fais une rencontre en librairie virtuelle et c'est la première fois que je mets les pieds à Brest, même si ce n'est pas mes vrais pieds. Et donc voilà, je suis doublement content, c'est super. Eh ben, on est ravis de vous y accueillir. Alors avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes acteur, scénariste et réalisateur et vous vous êtes fait connaître en tant qu'acteur dans la troupe des Robins des Bois, donc une joyeuse équipe de 6 comédiens qui a œuvré de 96 à 2004 et que l'on a pu voir au théâtre, à la télévision et au cinéma dans le film R. Vous le dites Euh, très bien. Merci. Vous avez ensuite poursuivi votre carrière en solo, vous êtes allé vers l'écriture de scénarios et vers la réalisation, et vous avez réalisé 6 films, parmi lesquels on peut citer Papa en 2005, Low Cost en 2011, ou encore Les Ex en 2017. Mais ce soir, même si nous évoquerons sûrement votre métier au cours de cette rencontre, c'est d'un autre sujet que vous venez nous parler, parce qu'en 2015, vous avez découvert que vous étiez hypersensible. Et cette révélation a changé votre rapport à vous-même et donc au monde. Et en ce début d'année, vous publiez donc Fort comme un hypersensible. Ce livre-là, aux éditions Michel Lafon, c'est un livre de témoignages à travers lequel vous revenez sur votre parcours depuis votre naissance en Bolivie, puis votre enfance en Picardie, votre adolescence entre Paris et Haïti, puis votre entrée dans l'âge adulte et dans le monde du théâtre, le tout à la lumière de votre hypersensibilité et avec un éclairage apporté par Charlotte Wills, donc qui est psychopraticienne spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Alors avant tout, et pour débuter cette rencontre, est-ce que vous pourriez nous raconter la genèse de ce livre et en quoi il vous a semblé important aujourd'hui, dans notre société actuelle, de livrer ce témoignage d'hypersensible? En fait, ce bouquin, c'est un peu une surprise. J'étais ici en Espagne, parce que je vous parle actuellement depuis l'Espagne, pendant le confinement. Et j'ai fait un live avec Charlotte Wills, qui est donc la personne avec qui j'ai écrit le bouquin. Et on a fait un live sur Instagram pour voilà, faire découvrir un peu aux gens qu'est-ce qu'était l'hypersensibilité. Et ce live a été vu par les éditions Michel Lafon. Et ils m'ont contacté par la suite pour me demander d'écrire un livre, un témoignage d'un homme qui assume son hypersensibilité. Et je trouvais que là, que c'était pas mal. J'y avais pas du tout pensé. Pour moi, j'avais aucun projet de livre, pour être franc avec vous. Mais là, je me suis dit, ok, ouais, ça peut être intéressant. Surtout, ça peut être peut-être utile pour d'autres hommes voilà, qui ont des préjugés sur l'hypersensibilité ou des fausses idées. Et donc j'ai dit ok, je suis partant. Simplement, comme j'avais pas mal de choses à rendre, j'ai demandé à ce qu'on fasse un système d'entretien. C'est-à-dire que je ne me sentais pas de l'écrire, j'avais pas trop envie de me retrouver devant une page blanche à parler de moi. Et donc on a travaillé sur Zoom, comme actuellement, avec Bessora, qui est auteur, qui m'a été présenté par les éditions Michel Lafon. Et elle m'a posé des questions pendant tout le confinement régulièrement. Et au bout d'un moment, elle a compilé tous ces entretiens, elle en a fait une synthèse. Et moi, je suis réintervenu dessus et j'ai corrigé 2, 3 trucs. Et puis après, Charlotte Wills a apporté des éclairages particuliers sur l'hypersensibilité et des caractéristiques typiques des hypersensibles. Donc, voilà comment est né ce bouquin. Au final, moi, je suis assez étonné de tout ce qui se passe. Depuis que ce livre est sorti, tout se passe d'une façon tout à fait étonnante. Voilà, beaucoup de gens s'intéressent à l'hypersensibilité. J'ai eu la possibilité d'être reçu dans plein d'émissions de télé, de radio, de journaux. Et au final, plein de gens se sont procurés le bouquin. Et je reçois énormément de questions via Instagram. Beaucoup de gens me posent des questions sur l'hypersensibilité. Alors, c'est important de dire qu'en fait, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'hypersensibilité, je suis un spécialiste de ma propre hypersensibilité. Et on a tous des hypersensibilités différentes, même s'il y a des points communs, évidemment, et qu'il y a des caractéristiques majeures. Mais souvent, on me pose des questions
que normalement un coach pourrait répondre. Moi, je ne suis pas coach, je suis juste quelqu'un qui est hypersensible, qui dans la vie fait un autre métier. Donc, à chaque fois, je le précise parce que voilà, c'est un bouquin de témoignage. Ce n'est sûrement pas comment dire, euh, un livre qui parle de toutes les hypersensibilités. Voilà, c'est ma propre hypersensibilité. C'est un livre, en effet, où on parle de votre propre parcours, mais il y a quand même des éclairages qui permettent de bien cerner ce qu'est l'hypersensibilité aussi. Alors, vous l'avez dit et vous le précisez dès le préambule de l'ouvrage, que ce livre a été écrit à 4 mains et 3 cerveaux, donc avec le concours de Charlotte Wills et de Bessora. Est-ce que, juste, vous pourriez peut-être revenir sur toute cette période d'entretien avec Bessora et sur la façon dont vous avez vécu le fait de revenir très précisément sur votre parcours, mais avec toujours ce prisme de l'hypersensibilité? Euh, En fait, c'était très fluide parce que Bessora est une personne très à l'écoute et qui correspond, enfin, qui, je pense, est aussi hypersensible. Et le point commun qu'ont les hypersensibles, un des points communs, c'est l'écoute. Et Bessora était une personne qui écoutait vraiment et qui me posait des questions très précises. Donc moi, pour moi, c'était pas du tout pénible parce que elle savait parfaitement ce vers quoi elle voulait m'emmener. Et je répondais de façon tout à fait naturelle, là, comme actuellement. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, elle me disait, mais par exemple, si on commence au tout début, comment ça s'est passé quand vous êtes né en Bolivie, à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous étiez un petit gamin un peu différent des autres, etc. Donc, moi, je répondais. Et puis, en fait, on est parti, effectivement, pas de ma naissance, parce que je n'ai pas de souvenir de ma naissance, mais en tout cas à partir de 4-5 ans, et on est remonté jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois, en se disant, je me posais la question de savoir si les choix que j'avais pu faire, les comportements que j'avais pu avoir, étaient liés à l'hypersensibilité. Et parfois non, et souvent oui. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai fait une sorte d'enquête sur ma vie en me disant, tiens, pose-toi la question de savoir, maintenant que tu sais que tu es hypersensible depuis à peu près 7 ans, pose-toi la question de savoir à quel moment elle s'est manifestée et qu'est-ce qui, à cette époque, te paraissait bizarre, était en fait lié à l'hypersensibilité. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, de découvrir justement ce parcours que vous avez eu, peut-être qu'il est important de comprendre ce dont on parle, à savoir ce qu'est l'hypersensibilité. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous la définissez, peut-être de manière générale, et puis nous parler de votre hypersensibilité en particulier? Alors, l'hypersensibilité, on va dire que c'est un état, c'est surtout pas une pathologie, c'est pas, voilà, c'est tout sauf une maladie psychique. C'est un état. Et qu'est-ce qu'ont les hypersensibles en commun? Alors, je vais commencer déjà par ce qu'on appelle l'hyperesthésie, c'est-à-dire une ultrasensibilité des sens, de tous les sens. Donc, la plupart des hypersensibles sont très sensibles à la lumière, à la vue, au toucher, à l'ouïe, qu'est-ce qu'il y a d'autre, au goût. Et donc, chacun a des particularités différentes liées à ses sens. Moi, par exemple, dans mon cas, je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés quand j'arrive dans des endroits trop éclairés, un restaurant éclairé au néon, je ne vais pas me sentir bien. Tout d'un coup, je vais me dire, ah non, non, ça me met mal à l'aise ce néon. Dans une chambre d'hôtel, j'ai tendance à changer les lumières des chambres d'hôtel parce que les lumières sont trop fortes la plupart du temps. Toujours dans une chambre d'hôtel, je vais dormir avec des boules qui parce que je vais entendre tous les bruits autour de moi, à la fois les bruits dans la cage d'escalier, les bruits dehors, les bruits de la clim. Et alors, pareil, toujours dans la chambre d'hôtel, la clim va me gêner parce qu'elle est toujours trop froide ou alors elle est trop chaude, donc je la coupe. Voyez. Et donc, c'est une ultrasensibilité, voilà, des sens, ce qu'on appelle l'hyperesthésie. Il y a ça. Ça s'accompagne d'une pensée en arborescence, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une pensée linéaire logique, l'hypersensible ou le haut potentiel, parce que c'est une caractéristique vraiment liée au potentiel, ont une pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'une pensée amène une autre pensée, qui amène une autre pensée, qui amène une autre pensée. Donc,
l'avantage d'avoir une pensée comme ça, c'est qu'on a souvent un esprit analytique assez rapide qui nous permet voilà, quand on est face à un problème, d'analyser une situation rapidement et surtout toutes les solutions possibles. L'inconvénient, c'est qu'on a vite l'esprit confus parce que justement, ça part un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est la pensée en arborescence. Et puis, ça s'accompagne aussi d'une hyperempathie, c'est-à-dire que les hypersensibles sont souvent des gens très hyperempathiques, qui ont un peu le syndrome de l'infirmier ou de l'infirmière, qui ont souvent sont des personnes qui comment dire, viennent aider les autres, les membres de sa propre famille, les amis, ou alors sont au sein d'associations humanitaires. Voilà, donc c'est le bon côté de ça, c'est que ce sont des gens très altruistes. Et puis le mauvais côté, c'est qu'ils ont tendance parfois un peu à s'oublier et à trop se consacrer aux autres et oublier un peu de se protéger un petit peu, quoi, et de penser à eux. Donc ça, c'est la surempathie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une très forte intuition parce que comme l'hypersensible a un cerveau qui analyse tout autour de lui et voit tous les détails, ça lui permet d'avoir une intuition très, très fine. C'est-à-dire que quand il est face à quelqu'un qu'il ne connaît pas, il va tout de suite, mais de façon automatique et instinctive, brosser le portrait de la personne. Mais c'est pas dans un but entre guillemets calculateur. L'hypersensible n'est pas du tout un calculateur. C'est juste que c'est comme ça, c'est un réflexe. Il se fait tout de suite un portrait robot de la personne très rapide. Donc il a une très forte intuition. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les hypersensibles? Les hypersensibles sont des gens très intéressés, sont des gens extrêmement intéressés, qui sont tout le temps avides de connaissances. Et ce sont souvent des gens très créatifs aussi et qui ont une grande énergie. Ils sont comme ça, et tout les intéresse. Alors, le revers de la médaille, c'est que trop de choses les intéressent et parfois ils ont du mal à donner un sens à leur parcours parce que tout les passionne. Et ils ont des moments de passion comme ça. Enfin, moi, dans mon cas, par exemple, j'ai des moments de passion où je vais m'intéresser à la cuisine et je vais me mettre à faire des tartes. Et ça va durer 2 semaines et je ne sais pas quoi en faire vu que, bon, voilà, il n'y a pas suffisamment de gens pour manger les tartes, mais ça va être mon truc. Bon, voilà, ça, c'est les passions des hypersensibles. Ça peut être un peu fatigant pour le conjoint ou la conjointe. Et puis, on va dire que l'hypersensible a un meilleur ennemi ou un ennemi qui est le pervers narcissique. Souvent, les hypersensibles tombent sur des pervers narcissiques qui sont un peu l'opposé d'eux-mêmes. Autant l'hypersensible est quelqu'un de généreux, créatif, altruiste, parfois un peu naïf, autant le pervers narcissique est un calculateur qui a besoin de cette énergie de l'hypersensible qui donne sans compter. Et on retrouve très souvent des associations hypersensibles, pervers narcissiques, dans les couples, au travail, dans les relations amicales. Donc voilà, après, là j'ai un peu brossé un portrait un peu général de l'hypersensibilité. Mon hypersensibilité est aussi voilà, à ces caractéristiques-là. Après, plus on va en parler, plus on va discuter, plus je vais vous dire, ah oui, tiens, il y a telle chose que les hypersensibles ont. Voilà. En tout cas, une chose est certaine, c'est que il ne faut pas cocher toutes les cases. Chaque hypersensible a des caractéristiques différentes. Certains hypersensibles ont une très 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 bonne mémoire et d'autres une très mauvaise mémoire. Parce que par exemple, moi, j'ai pas une mémoire qui retient les dates, qui retient les anniversaires, qui retient les prénoms, alors que d'autres hypersensibles sont quasiment mnémonistes. Donc voilà, il y a plein de différences dans l'hypersensibilité. Il y a un socle commun et ça touche environ entre 20 et 30% de la population. Il est loin d'être négligeable. Oui. Et vous dites dans le livre qu'il faut bien distinguer hypersensibilité et hyperémotivité. On a Oui, tendance c'est pas la parfois à même chose. Effectivement, souvent les gens associent les deux. Alors évidemment qu'il y a des hypersensibles qui sont hyperémotifs. Oui, on a une grande sensibilité, ce qui fait que on peut réagir très fortement quand on voit le journal télé le soir parce qu'il est assez anxiogène ou parce qu'il y a des images fortes à la télé. Mais
moi, ma propre hypersensibilité, je l'associe plus à un surplus d'informations qu'à un surplus d'émotions. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un cerveau qui est bombardé d'informations et qui fait que j'ai parfois un peu de mal à faire le tri parce que j'ai trop d'informations. Et c'est pour ça que je suis quelqu'un qui suis assez fatigué rapidement le soir. Je baisse les volets à partir de 22 heures parce que je suis cramé. En revanche, je me lève hyper tôt le matin parce que j'ai qu'une envie, c'est de commencer la journée. Voilà, voilà, les hypersensibles ont des caractéristiques très différentes. Et donc, il ne faut pas essayer de se dire ah ben Maurice dit ça donc je ne suis pas hypersensible. Non, ce qui compte c'est que si ce que je suis en train de vous dire vous parle, et là je m'adresse à celles qui nous écoutent, si ça vous parle, si ça vous voilà, et ben à ce moment-là posez-vous la question de savoir si vous n'êtes pas un peu hypersensible et éventuellement lisez là-dessus, écoutez des interviews des spécialistes et faites-vous votre propre opinion. Alors, je propose qu'on entre à présent dans votre parcours. Donc, le livre, il débute par votre enfance et par la présentation de votre environnement familial, assez Ouais. atypique. Et vous le dites d'entrée de jeu, je suis née dans une famille d'hypersensibles. Mhm. Alors, dans quelle mesure ça peut être un trait de caractère ou un état qui se transmet, Alors ça, l'hypersensibilité? je ne pourrais pas vous le dire, mais en tout cas, je suis obligé de le constater que ça se transmet. C'est-à-dire que, bon, déjà, en fait, moi, au départ, j'ai découvert ma propre hypersensibilité en travaillant sur le cas de ma fille. C'est-à-dire, je voulais comprendre comment fonctionnait ma fille. J'avais l'impression qu'elle était précoce, j'avais l'impression que c'était une petite fille très, très, très passionnée, voire même trop passionnée, qui avait un peu aussi des élans, des passions comme ça, comme ce dont je parlais tout à l'heure, et qui en même temps avait une exigence vis-à-vis d'elle très, 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 très élevée, qui était capable de pousser des colères quand tout d'un coup elle ne parvenait pas à ses fins, qui en même temps était capable de fondre en larmes à un feu rouge parce qu'elle voyait quelqu'un qui était à la rue et qui ça l'atteignait. Bon, bref, il y avait tout ça qui m'intriguait chez elle. Et je suis tombé sur un bouquin qui était Je pense trop de Christelle Petit-Colin et qui décrivait parfaitement le profil de ma fille. Et c'est là que j'ai découvert dans ce bouquin que souvent, les enfants hypersensibles ont des parents hypersensibles. Et ça se transmet. Mais ça ne se transmet pas à tous les enfants. C'est ça qui est assez curieux. C'est-à-dire que dans une famille, si un papa ou une maman ou les deux sont hypersensibles, eh ben, ils peuvent avoir, s'ils ont 4 enfants, il peut y en avoir 2 qui seront hypersensibles et 2 qui ne le seront pas. Et ce qui n'est pas grave du tout, hein, parce qu'en fait, pour moi, l'hypersensibilité, c'est comme être droitier et puis il y a les gauchers. C'est-à-dire que, bon, voilà, on a un système de pensée un peu différent, mais on n'est ni mieux ni moins bien que les autres. On est différent. Voilà. Mais on arrive aux mêmes fins. Et donc, voilà. Alors après, je pense qu'il y a un caractère, il y a une transmission génétique qui se fait. Il y a aussi, je pense qu'aussi, on développe une hypersensibilité. Euh, Souvent suite à des traumatismes ou à des enfances difficiles. Enfin, il y a un phénomène de résilience qui accentue l'hypersensibilité. Euh, c'est encore une discipline qui est récente. Elle a 20 ans, 25 ans. Elle a été un peu mise à jour par Hélène Aron, qui est une psychiatre américaine. Et donc, c'est encore une. Voilà, il y a encore plein de domaines sur lesquels il n'y a pas encore vraiment de réponse. Ce qui est certain, c'est que plus on en parle, plus les gens se reconnaissent dedans. Et moi, ce que je trouve hyper important d'assumer son hypersensibilité, c'est de se dire ah ok, je suis comme ça. Et ben, je me comprends mieux, je me sens moins différent et du coup, je me sens un peu moins un extraterrestre, quoi. Et je vais en faire une force. Et je vais en faire une force. Alors, vous, donc, vous grandissez auprès de vos parents, post-68 arts, et de vos Oui. 3 grandes sœurs. Et à partir de vos 6 ans, vous vivez en Picardie. Et Mhm. là, vous avez le sentiment que votre famille est en décalage complet avec l'environnement dans lequel vous évoluez. Et c'est Ouais. un décalage que vous avez du mal à accepter parce que, avant tout, vous aspirez à la normalité. Mhm. Et puis vos parents, en ce côté post-68 arts, ils sont présents, mais ils vous donnent une éducation très responsabilisante. Ouais. Et en apparence, ça correspond plutôt bien avec votre caractère puisque vous êtes plutôt très mature. Mais en Mhm. fait, ça va à l'inverse de votre nature hypersensible. Alors en quoi est-ce qu'il est important de ne pas responsabiliser trop tôt les enfants hypersensibles?
Parce qu'il y a souvent en fait un petit malentendu, c'est que les parents voient qu'ils ont des enfants très éveillés, très matures, très précoces, et donc ils se disent, ben, du coup, on peut le responsabiliser vu qu'il est, voilà, il est très, très éveillé, donc on peut le mettre dans des situations qui ne correspondent pas tout à fait à celles de son âge. Et ça a été le cas de mes parents, c'est-à-dire qu'ils ont vu un petit gars qui se débrouillait très bien, qui s'exprimait bien, qui était totalement indépendant, qui vivait sa vie, donc ils se sont dit, bon, bah, on va le laisser vivre. Mais le problème, c'est qu'un enfant hypersensible a besoin d'être protégé. Il a besoin d'être sécurisé, il a besoin d'avoir des parents qui se comportent comme des parents et qui lui disent ne t'inquiète pas, on est là. Et moi, c'était pas vraiment le cas. C'est-à-dire que j'avais des parents qui étaient très cool, mais, mais qui n'étaient pas présents. Et donc, bah, je me retrouvais dans des situations qui étaient pas tout à fait normales pour un garçon de mon âge. Je, je, je sais pas, mais par exemple, le midi, quand je revenais de l'école parce qu'il n'y avait pas de cantine, c'était une petite école. Bah, il fallait que je me fasse à manger moi-même. J'avais 7-8 ans. Donc, avec ma sœur qui a 3 ans de plus que moi, on se faisait à manger. Mais c'était des trucs qui n'étaient pas tout à fait normal. Euh, Quand je devais partir, par exemple, en excursion, je me souviens, par exemple, bon, bah, tous les parents venaient déposer leurs gamins au bus ou au car plutôt. Et moi, non. Moi, j'y allais. Je m'étais fait mon propre sandwich avec ma gourde et je prenais le car. Donc, en fait, j'avais des parents qui n'étaient pas très présents. Et je pense que bah, le bon côté de tout ça, c'est que ça m'a permis de me forger une sorte euh, voilà, d'indépendance et de force de caractère qui m'a permis de faire le métier que j'ai fait par la suite. Mais le mauvais côté de ça, c'est que ça m'a fragilisé et que gamin, j'avais beaucoup de peur. J'avais énormément de peur parce que j'avais pas de parents qui étaient rassurants. Oui, et puis être hypersensible, c'est ressentir plus fort tous les éléments de son environnement et donc potentiellement le percevoir comme agressif, cet environnement. Et Mhm. donc, pour lutter contre cela, l'hypersensible se fabrique patiemment une armure. Alors, Ouais. cette armure, justement, comment elle se manifestait chez vous, enfant? Alors, enfant, moi j'étais par exemple un enfant très très angoissé. J'étais un enfant qui a développé des TOC. Donc voilà, j'avais des rituels comme ça. Le soir, avant de me coucher, il fallait que je vérifie si le gaz était éteint, si la porte en bas était fermée. J'allais aux toilettes pour être sûr de ne pas faire pipi au lit. Puis après, je me mettais au lit. Puis après, je me relevais en me disant, j'ai pas suffisamment fait pipi, donc je vais y retourner. Bref, c'était un peu compliqué. J'avais une batterie de réveil, deux réveils pour être sûr de me lever le lendemain, vu que personne n'allait me réveiller. Mes parents n'allaient pas me réveiller. Donc, ma hantise, c'était d'arriver en retard à l'école. Donc, je mettais mes réveils vraiment pour être certain de pouvoir être à l'heure. Donc ça, c'est toc. J'avais du somnambulisme, j'avais une dyslexie aussi, j'étais désorthographié. Euh, En fait, mes parents ne se sont pas rendus compte, ils ont cru que j'étais nul en orthographe, mais c'était de la dyslexie. Je... je vous dis tout, hein, tous les trucs un peu bizarres que j'avais à cette époque-là, mais je m'en suis sorti. Je... Voilà quoi, et j'avais aussi des fortes angoisses, hein, c'est-à-dire des angoisses de mort très, très puissantes, où voilà, je me réveillais la nuit terrorisé par la mort, me disant qu'est-ce qui se passe quand on meurt quoi. C'était plus pas la mort en elle-même qui m'angoissait, c'était l'après. Quoi. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt quoi. Donc j'avais des pensées métaphysiques qui n'étaient pas celles de mon âge. Et donc ça me déclenchait des angoisses vraiment très très puissantes. Je craignais que la bombe atomique tombe sur Paris et donc, vu qu'on était à 60 km de Paris, ben, le village soit ratiboisé. Enfin bon, bref, des trucs puissants, quoi. Et comme j'avais pas vraiment en face de moi des parents qui étaient là pour me... Ben, il a fallu que je gère ça comme je peux. On m'a pas emmené voir un pédopsie, on m'a pas... non. Pour ça, donc, on crée des Les choses... rituels. Non, les choses se sont tassées d'elles-mêmes. Et ça a disparu quand je suis rentré dans l'adolescence. Donc Mais, voilà, j'étais un gamin extrêmement angoissé. Ouais. Voilà. mais cette armure que vous vous étiez construite, elle vous a suivi
au-delà de l'enfance, Mmh. et notamment lorsque vous embrassez le métier d'acteur. Vous le racontez, c'était pas du tout un choix évident pour vous, et pourtant plusieurs traits de caractère de l'hypersensible, correspondent très bien finalement à la carrière artistique. Est-ce que vous pourriez nous en Ouais. dire quelques mots? Alors oui, il y a pas mal de dans le métier dans lequel je travaille, il y a pas mal d'hypersensibles, ça c'est sûr, hein, que ce soit des actrices, des acteurs, des réalisateurs, des réalisatrices. Voilà, c'est un métier voilà, qui réunit beaucoup d'hypersensibles. Le paradoxe, dans mon cas, c'était que j'étais, quelqu'un qui était à la fois, introverti et à la fois extraverti. C'est-à-dire que généralement, la répartition introverti-extraverti chez les hypersensibles, c'est 70% d'introvertis, 30% d'extravertis. Moi, je suis les deux. Et donc, il y a une partie de moi que vous avez pu voir à l'époque des Robins ou dans des interviews où je suis à l'aise. Et puis, il y a une partie de moi où je suis mal à l'aise partout. Mais partout. C'est-à-dire que pour commander un café, je vais me prendre la tête. Pour demander à une vendeuse si je peux essayer un jean, ça va être une montagne parce que je vais me dire, bon, bon bref. Et donc, il y a ces deux, voilà, cette dualité-là qui s'oppose chez moi. Et au moment où j'ai décidé d'être acteur, bah, c'était compliqué pour moi parce que il fallait à la fois que je monte sur scène, que je me montre, et puis d'un autre côté, il y avait cette partie de moi qui ne supportait pas d'être devant. Et donc, c'était hyper contradictoire. Et il y a eu un phénomène assez étrange de dissociation que j'ai ressenti à cette époque-là quand je commençais le métier de comédien. C'est-à-dire que quand je passais des concours, des auditions ou les concours d'entrée dans les grandes écoles de théâtre, j'avais super bien préparé mes scènes, mais en arrivant sur scène, j'étais tellement tétanisé par la situation que je me dissociais. Donc, il y avait une partie de moi qui était sur scène et une autre partie qui était en train d'observer la situation. Et parce que c'était en fait cette dissociation était liée au stress, quoi, et à un manque de confiance en moi. Alors, voilà une nouvelle caractéristique des hypersensibles. Ils ont une estime d'eux-mêmes assez basse parce qu'ils s'estiment pas très intéressants. Et donc, j'avais aucune confiance en moi et j'étais là et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Et évidemment, il y avait trop de choses qui se passaient dans ma tête à ce moment-là pour être intéressant pour le jury. Parce que quand on est sur scène, il faut penser à ce qu'on a à dire, au personnage, à la situation, mais il ne faut pas spécialement se poser les questions que moi je me posais, quoi. Et au final, je plantais tous mes concours, je plantais toutes mes auditions, je plantais tous les castings, parce qu'il y avait trop de choses qui se passaient dans ma tête. J'avais ce phénomène de dissociation, j'avais en même temps un phénomène un peu d'orgueil en me disant, mais qui sont ces gens pour me juger? Voyez, donc c'était compliqué pour moi. Et puis en plus, cette manque de confiance où je me disais, mais j'y arriverai jamais en fait. Et puis, il se trouve que voilà, j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont pas, voilà, qui m'ont pas sapé le moral. J'ai rencontré les Robins des Bois avec qui j'ai fait tout un chemin. Et puis petit à petit, dans mon parcours, bah, cette confiance en moi, j'ai réussi quand même à la retrouver. Et puis aujourd'hui, bah, j'ai une confiance normale. Elle n'est pas non plus au taquet, mais elle est normale. Et puis, donc, c'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure, ouais. Mais justement, cette dissociation, qui n'était pas contrôlée, est-ce que quand on en a conscience, on peut en faire une force, d'une part? Et est-ce que le lâcher prise, qui est très important dans le métier d'acteur, mais très difficile pour les hypersensibles, il peut s'apprendre pour tout le monde? Alors, la dissociation, elle n'est pas géniale. C'est plutôt un truc qui est compliqué à gérer, dont il faut se débarrasser. Parce que, en fait, on a tellement peur qu'on s'extrait de soi-même. Donc, c'est une peur, la dissociation. Donc, en fait, il faut essayer de ne plus avoir peur. Il faut ne plus penser qu'on va être jugé. Ne plus essayer de se mettre à la place de l'autre en se disant qu'est-ce qu'il va penser de moi. Il faut se dire, voilà, je suis là, je suis sur scène ou je suis en réunion et je dois m'exprimer.
ceci est mon histoire, je ne suis pas là en train de essayer de vous convaincre, je vous raconte mon histoire, ou je vous, ou voilà, ou quand il y a des gens qui me contactent en me disant, ben, je dois faire une présentation, je perds tous mes moyens dès que je suis en présentation. Ben, dans ces cas-là, je leur dis, mais on va pas résoudre le problème en 5 minutes. Déjà, je ne suis pas coach, mais en plus, essayez de vous dire que vous êtes légitime, que si on vous a demandé de faire une présentation, c'est que c'est votre job ou c'est votre. Donc, juste dites ce que vous avez à dire et n'essayez pas de vous mettre à la place de la personne qui vous écoute. Donc, voilà, ça, c'est des choses que j'ai compris un peu au fur et à mesure. Donc, ça, c'est pour la dissociation. Et puis, pour l'estime de soi, c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure. En tout cas, je pense que l'hypersensibilité n'est pas un problème. Ce sont des problèmes liés à l'hypersensibilité qu'il faut réussir à maîtriser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, vous êtes né comme ça, avec un système de pensée particulier, des ressentis particuliers, mais se développent en même temps des peurs, des angoisses, des doutes, des remises en question, le besoin d'aider les autres en permanence, l'incapacité de dire non, bref. Et bien tout ça, en fait, c'est des obstacles pour l'hypersensible. Et il faut petit à petit les identifier et se dire, ben voilà, maintenant j'arrête d'avoir peur parce que finalement je ne vais pas me prendre un gadin si gros que ça. Il faut que j'apprenne à dire non, même si de temps en temps je dis oui et c'est super. Il faut aussi apprendre à dire non. Il faut avoir confiance dans son vécu, qui on est, et on n'est pas mieux ou moins bien qu'un autre. On est qui nous sommes, quoi. C'est-à-dire le résultat de notre histoire. Donc ça, c'est très bien. Il faut se faire confiance là-dessus. Et puis petit à petit, voilà, on se sent de mieux en mieux. Et comme la plupart des hypersensibles sont entourés d'hypersensibles parce qu'ils s'entourent instinctivement d'hypersensibles, puisqu'ils se reconnaissent, quoi, ils se reniflent. Et ben voilà, s'appuyer aussi sur l'entourage bienveillant qu'on a autour de soi. Et puis petit à petit, ben voilà, calmer nos peurs, calmer nos culpabilités. Il y a beaucoup de culpabilité chez les hypersensibles, puisqu'ils ont toujours l'impression qu'ils ne font pas assez pour les autres, qu'ils ont dit quelque chose de travers, que c'était pas intéressant ce qu'ils ont dit, que voilà, ils vont ennuyer tout le monde. Bon, bref, toute cette culpabilité-là, il faut la poser. Donc, il faut poser la peur, la culpabilité, et puis après, petit à petit, les choses s'améliorent. Alors, vous nous le racontiez, votre hypersensibilité, vous l'avez découverte assez tard, vers 45 ans, quand Ouais. vous vous intéressiez, enfin, quand vous cherchiez à comprendre les réactions de votre fille. Mhm. Et à ce moment-là, vous la découvrez en lisant des livres, vous vous reconnaissez finalement dans les profils, et vous avez besoin d'une validation pour savoir si vous êtes vraiment hypersensible. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce parcours que vous avez fait? Et puis, avec le recul, qu'est-ce qui permet, selon vous, de dire qu'on est hypersensible? Je vais commencer par la fin. On est hypersensible à partir du moment où on est convaincu qu'on est hypersensible. Moi, je déconseille d'aller chercher des validations partout. Alors, il existe des tests sur Internet voilà, qui vous permettent de vous indiquer. Mais en fait, ce qui compte, c'est se sentir hypersensible. C'est-à-dire que, est-ce que voilà, si quelqu'un a le vertige, il a le vertige. Donc, il ne se pose pas la question de savoir, il faut que j'aille voir quelqu'un pour savoir si j'ai le vertige. Non, j'ai le vertige. Donc, pour moi, l'hypersensibilité, c'est une question de conviction personnelle et intime. Mais j'ai fait l'erreur au départ de chercher une validation, de me dire, oh, ça serait trop beau si j'étais hypersensible, parce que j'étais surexcité à l'idée d'apprendre mon hypersensibilité. Et je me disais, il faut que je sois certain que je suis bien hypersensible. Et donc, du coup, j'ai commencé à lire de façon compulsive tous les bouquins qui étaient sortis sur le sujet. J'ai commencé à écouter plein de conférences sur Internet, de machins, etc. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, parce que j'avais lu un livre de Sio Fachin, qui est Trop intelligent pour être heureux, qui est une psychologue française et qui conseillait de passer un test de QI pour être certain de son hypersensibilité. Mais en fait, je confondais deux choses. Parce que c'était pas clair dans le bouquin, mais je confondais deux choses. Je confondais l'hypersensibilité et les hauts potentiels. Alors, qu'est-ce qui différencie les deux? Tous les hauts potentiels sont des hypersensibles, tous les hypersensibles ne sont pas hauts potentiels.
le haut potentiel a, en plus des autres hypersensibles, un QI assez élevé. Et donc, voilà, un QI, alors voilà, il l'utilise comme il veut, mais ça n'en fait pas un surhomme ni un surdoué. C'est, voilà, il a cet esprit-là. Bon. Donc, moi, j'ai été passer un test de QI. Et je me suis retrouvé dans un organisme qui proposait, moyennant une forte somme, de passer le test. Et le problème, c'est que je me suis retrouvé exactement en examen, comme tous les examens que je détestais. Parce que je me suis mis une pression en me disant il faut que je le réussisse, j'espère que je ne suis pas con, enfin bon, bref. Et au final, bah, j'ai planté le test de QI parce qu'il y avait des disciplines dans lesquelles j'étais plutôt bien, à l'aise, et puis il y en avait d'autres, comme les maths, les séries de chiffres, les séries à retenir. C'était pas du tout ma tasse de thé. Et au final, quand je me suis pointé 3 semaines après, on m'a dit eh bien, écoutez, vous avez un QI non significatif. Donc, ça m'a fait une belle jambe. Je me suis dit, OK, et donc, so what? Et c'est là-dessus que j'en veux à cet organisme. C'est que plutôt que de dire, vous avez un QI non significatif, au revoir, merci, et c'était super sympa de nous avoir fait ce chèque, c'était plutôt une carte bleue. J'ai envie de dire, mais oui, mais alors pourquoi moi j'ai des doutes sur mon hypersensibilité? Non, personne ne m'a indiqué que on pouvait totalement être hypersensible, planter son QI et que ça arrive à la majorité des hypersensibles parce que ce sont des gens qui perdent leurs moyens quand ils sont en examen et quand on pense qu'on va les juger, quoi, tout simplement. Donc ne surtout pas essayer de faire un test de QI pour confirmer ou affirmer son hypersensibilité. Éventuellement, lire. Si on a besoin d'aller voir une coach spécialisée dans l'hypersensibilité, elle vous dira au bout de 3 minutes, oui, vous êtes hypersensible puisque vous êtes là. Donc, vous n'allez pas apprendre grand-chose, si ce n'est par la suite de lui poser des questions que vous les résoudre. Et donc là, ça a une utilité. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est très important de se dire hypersensible à partir du moment où tout ce dont je vous parle, tout simplement. Alors, vous l'avez dit, l'hypersensibilité, ça concerne 15 à 20 de la population, donc c'est quand même loin Un d'être peu plus, un peu plus ça peut monter entre 20 et 30. et aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Ouais. En ce début d'année, il y a plusieurs livres qui paraissent sur le sujet. Mmh. Vous disiez que suite à la sortie de votre livre, il y avait beaucoup de sollicitations Mmh. des médias, de la presse, de beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître dans ce que vous racontez aussi. En quoi est-ce que ça peut changer les choses pour les hypersensibles qu'on en parle vraiment beaucoup aujourd'hui, que ce soit reconnu dans la société? Je pense que c'est important parce que c'est important que la société reconnaisse qu'il y a des gens qui pensent différemment. Tout le système éducatif a été construit sur les gens qui avaient une pensée linéaire et pas du tout. Et donc, il y a beaucoup d'hypersensibles, par exemple, qui se sont retrouvés en échec scolaire, parce que ça, c'est pareil. Il y a des hypersensibles qui sont très bons à l'école, et il y en a d'autres qui sont pas du tout bons à l'école. Parce que pourquoi ceux qui sont bons à l'école cartonnent? Parce que en fait, ils tombent sur un système qui les intéresse, où ils ont envie d'apprendre, et d'autres qui se retrouvent à l'école et ils savent pas ce qu'ils font là, et ils se sentent agressés par l'ambiance de la classe, et ça va donner des élèves qui sont perdus. Donc, je pense qu'en fait, c'est très important que, à un moment ou à un autre, la société reconnaisse qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui pensent différemment. Il y a des droitiers, il y a des gauchers. Ça ne veut pas dire que si vous écrivez de la main gauche, vous êtes moins bon. Non, vous écrivez de la main gauche. Eh ben, c'est pareil pour les hypersensibles. Ils pensent différemment. Et donc, je pense que c'est hyper important qu'à un moment ou à un autre, la société dise, OK, bah, ça existe. On ne va pas les culpabiliser parce qu'ils sont différents. On va peut-être les remarquer dans les écoles. On va peut-être les orienter à un moment ou à un autre sans les mettre dans des classes d'enfants en difficulté, parce que ça aussi, c'est catastrophique. Essayez de faire en sorte que ce problème, vous voyez, j'ai fait un lapsus, cette particularité soit reconnue et ne soit pas considérée comme un problème. Et voilà. Et donc que du coup les hypersensibles puissent vivre tout à fait normalement leur hypersensibilité et qu'ils soient un tout petit peu plus entendus et qu'on arrête de les associer soit à des hyperémotifs, soit
Parce qu'il y a plein de faux diagnostics sur l'hypersensibilité. Certains vont même aller jusqu'à diagnostiquer une bipolarité, d'autres vont dire qu'ils sont autistes, etc. Donc il y a des faux diagnostics là-dessus. Donc non, je pense que plus on en parle, plus ça va rentrer un peu voilà, dans la vie courante et puis, ça ne sera plus une honte de dire je suis hypersensible, que ce soit pour une femme ou pour un homme, encore plus pour un homme, parce que souvent on associe la sensibilité à un manque de virilité. Donc, bon, ça c'est aussi une belle connerie. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir. Et puis, c'est bien aussi d'être sensible quand on est un homme. Donc, bref, tout ça, il faut se battre contre plein de préjugés. Mais non, non, moi je pense que c'est hyper important pour le bien-être de tous les hypersensibles. Il faut qu'on en parle. J'ai même vu, enfin, dans l'article du Parisien qui est sorti il y a 2-3 jours, il disait que c'était un phénomène de mode. Eh ben, soit, tant mieux si c'est à la mode. Si on en parle, tant mieux. Et pour les personnes qui ne sont pas hypersensibles, Mhm. selon vous, comment est-ce qu'elles peuvent agir pour contribuer à construire une société plus accueillante pour les hypersensibles, qu'ils soient enfants ou adultes d'ailleurs? Tout simplement ne pas penser que l'hypersensible essaye de se hisser plus haut que les autres. C'est pas parce qu'on a un esprit un peu, une autre façon de penser qu'on pense être plus intelligent que les autres. Donc déjà, il faut surtout pas imaginer ça. Euh, Moi, je conseillerais, par exemple, à des conjoints qui ne sont pas hypersensibles et qui vivent avec un ou une hypersensible, de lire là-dessus et de comprendre que finalement, bah, les caractéristiques de la personne qu'ils ont en face d'eux et qui ne comprennent pas depuis peut-être 3 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, est liée à l'hypersensibilité. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui suis misophone, je ne supporte pas les bruits de bouche. J'ai ça depuis l'âge de 4-5 ans. Donc les gens qui mâchent fort, qui croquent une pomme, qui mangent un chewing-gum à côté de moi, ça me fait partir tout de suite dans les tours. Bon, on a toujours pensé que c'était un truc d'hystérie chez moi, ou de caprice, ou que j'étais colérique. Mais non, c'est un truc, c'est un son qui est insupportable pour moi. C'est un son qui m'énerve, comme le bruit de la craie voilà. Et donc, euh, c'est important que le conjoint ou la conjointe de l'hypersensible sache que ce n'est pas des caprices que fait l'autre, c'est pas de la, oui, alors il va manquer de patience, il va vite s'énerver parce qu'il a envie de raconter quelque chose et puis tous les mots ne lui viennent pas parce qu'il est tellement pressé de raconter qu'il va s'embrouiller et l'autre va lui dire mais oh, je t'en supplie, parle moins vite. Mais voilà, bref, essayez de bien cerner la personne qu'on a en face de soi et de se dire qu'elle est ni hystérique, ni impatiente, ni énervante, etc., que c'est lié à son hypersensibilité, et qu'à partir du moment où on comprend son hypersensibilité, ben, on va se rendre compte que la personne en face va se sentir plus sereine, quoi. Et petit à petit, ben, tous ces trucs-là vont peut-être s'apaiser un peu, quoi. Alors merci beaucoup. On va peut-être passer aux questions du public. Vous êtes nombreux à nous écouter et peut-être que vous aussi, vous souhaitez intervenir. Il y a déjà une question en attente là que je vais pouvoir vous poser. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans votre vie enfant pour avoir déclenché les angoisses de mort dont vous nous parliez tout à l'heure? Oui, parce que je pense que j'étais un enfant précoce qui avait souvent les enfants hypersensibles ont des pensées métaphysiques sur bah oui, sur la mort, sur qu'est-ce qu'on devient quand on est mort et je pense que c'était pas forcément lié à des traumatismes, c'était une conscience de l'ailleurs qui fait que enfant ben voilà, j'avais conscience que l'être humain pouvait mourir et que ça me paraissait très étrange de mourir. C'était pour moi contre nature. Donc, si on mourait, où est-ce qu'on allait, quoi? Et donc, voilà, je pense qu'il a une trop grande conscience. L'enfant a une trop grande conscience de ce qu'est la vie et de ce qu'est donc la mort. Et c'est ça qui, forcément, avec sa petite expérience d'être humain, l'angoisse. Alors, je vois qu'il y a une question de Lise également qui demande quel est votre rapport au groupe? Alors moi, je suis un hypersensible très à l'aise dans les groupes, ce qui n'est pas le cas de plein d'hypersensibles qui peuvent être très introvertis et très
très peu à l'aise en groupe parce que ce sont des gens qui ont du mal à s'exprimer, ce sont des gens qui sont vite agressés par les égos des autres, qui peuvent être étouffés par le fait qu'un groupe comme ça, il y a beaucoup d'informations qui sont dites comme ça dans un groupe. Il y a des vannes, il y a et souvent un hypersensible introverti va se sentir agressé par un groupe. Donc il va s'extraire du groupe et souvent, par exemple à l'école, l'hypersensible va se retrouver un peu même rejeté par le groupe parce que différent, parce que avec une plus grande maturité, un plus grand recul, et donc il y a un malentendu qui se crée parce que le groupe pense que l'hypersensible juge le groupe, alors qu'en fait l'hypersensible s'éloigne du groupe parce qu'il est agressé. Mais c'est pas lié au groupe, c'est lié à une réunion de personnes, quoi. Et donc c'est dur pour un hypersensible introverti de trouver sa place parce que souvent il n'est pas à l'aise dans la parole, il est vite choqué par une réflexion qui est un peu de travers et qu'en même temps il est très bienveillant et il va se retrouver face à un mur de quelqu'un qui ne l'a pas écouté. Donc c'est difficile. Moi dans mon cas, je suis plutôt quelqu'un à l'aise en groupe. J'ai pas eu ce problème-là. Est-ce que vous avez quand même souvent besoin de vous isoler? Oui, énormément. Je suis quelqu'un qui, plus je vieillis, plus j'ai besoin de m'isoler. La vie à Paris me fatigue énormément. Il y a trop de bruit, il y a trop de sollicitations, il y a trop de gens de mauvaise humeur, il y a trop de gens qui font la gueule, il y a trop de gens qui passent avec des bicyclettes, des trottinettes, des scooters, bref, euh, pour moi, j'en peux plus. Donc j'ai besoin de m'extraire et je pars en Espagne où j'ai une petite maison pour justement couper et me retrouver seul. Alors, il y a quelqu'un qui demande si vos angoisses de mort que vous aviez enfant, elles sont toujours présentes aujourd'hui? Non, non, j'ai plus d'angoisse de mort parce que je me suis fait ma propre idée de la mort. Euh, une autre caractéristique des hypersensibles, ce sont plutôt des gens spirituels. Donc, ce sont des gens qui ont une grande notion de. Voilà, souvent, ce sont des gens qui sont des croyants, mais pas simplement dans les religions. C'est aussi des gens qui croient en l'ailleurs. Et moi, dans mon cas, j'ai plutôt une pensée assez bouddhiste qui pense que, voilà, après la mort, il y a un ailleurs. Et donc, je n'ai plus peur de la mort. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sur Facebook, ce ne sont pas des questions, mais des réactions. Mhm. Euh, voilà, les gens trouvent que c'est passionnant ce que vous dites, qu'ils s'y retrouvent. Il y a une personne qui dit qu'en tant qu'enseignante, professeur des écoles, cela me parle. Je tiens compte de cette sensibilité particulière des élèves, Ouais. bienveillance et bon climat. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que les instits, les profs sont un peu de plus en plus sensibilisés effectivement sur ce thème. Et moi, j'ai croisé beaucoup d'instits qui vraiment avaient conscience que dans leur classe, il y avait des enfants hypersensibles qui sont souvent aussi hyperactifs. C'est souvent assez lié. Donc, ils ne sont pas faciles à vivre. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus, ouais, c'est reconnu. Ouais. Comment est-ce que vous définissez un hypersensible extraverti? Bah, l'extraverti, c'est quelqu'un qui. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Il ne saura pas que j'ai parlé de lui, et puis je ne parlerai pas de lui évidemment en mal. Mais vous prenez le cas de Édouard Baird, c'est un extraverti typique, un hypersensible typique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est hyper à l'aise en groupe, qui parle beaucoup, qui est souvent un peu en représentation, qui est toujours quelqu'un qui a un besoin comme ça de communiquer, de réunir les gens, avec un esprit créatif très vif, avec un humour très particulier. Ça aussi, on n'a pas parlé de ça, mais les hypersensibles ont un humour en commun qui est un humour très absurde. Ils ont un humour très décalé, généralement. Donc voilà, l'hypersensible est quelqu'un aussi extraverti et quelqu'un qui va aller beaucoup vers les autres parce qu'il a tellement besoin qu'on l'aime et qu'on lui renvoie de l'amour qu'il est très porté sur les autres. C'est quelqu'un de très rapide, qui a une pensée très vive et qui va être très habile dans les mots, dans les jeux de mots, dans ce genre de choses.
voilà, il va travailler facilement dans les métiers de la communication, dans les métiers artistiques. Il peut être avocat. Voilà, un extraverti, c'est quelqu'un qui, voilà, n'a pas de problème pour s'exprimer et en fait son métier au bout d'un moment. Il y avait une autre remarque sur Facebook, une personne qui dit que donc l'hypersensibilité, c'est une force quand celle-ci est assumée, une maturité qui s'acquiert au fil des années. Ouais, exactement. C'est pas quelque chose qui s'obtient du jour au lendemain. C'est pour ça que je pense que c'est important de découvrir assez tôt son hypersensibilité. Plus on apprend vraiment tôt qu'on est hypersensible, plus ça nous permet de la prendre en compte et de vivre avec et d'apaiser toutes les, tous les, voilà, toutes les choses qui nous gênent et de s'en débarrasser au fur et à mesure de notre parcours. Moi, je l'ai découvert à 45, j'en ai 52. J'aurais bien aimé apprendre plus tôt que j'étais hypersensible. Vous nous disiez que quand vous l'avez découverte, l'hypersensibilité, c'était grâce à des lectures qui vous ont beaucoup marqué. Est-ce Mhm. qu'éventuellement, vous pourriez nous parler de certains de ces livres qui ont été fondateurs pour vous? Oui, alors on a parlé de Hélène Aron, qui a écrit un livre qui s'appelle Les hypersensibles, je pense, et Les hypersensibles, tout simplement, et qui est passionnant. Il y a Je pense trop de Christelle Petit-Colin, Trop intelligent pour être heureux de Sio Fachin. Il y a aussi les livres de Saverio Tomasella alors j'ai pas de titres qui me viennent à l'esprit, mais il en a écrit beaucoup sur les hypersensibles au travail, je crois. Il y a les livres de Charlotte Vils, avec qui j'ai écrit, Itinéraire d'une ultrasensible. Elle a écrit aussi La charge mentale avec Saverio Tomasella. Voilà, Monique de Kermadec aussi, qui a beaucoup travaillé aussi sur les enfants surdoués. C'est intéressant parce qu'il y a pas mal de corrélations entre les enfants surdoués et les enfants hypersensibles. Voilà un peu les livres qui me viennent à l'esprit. Fabrice Midal, récemment aussi, qui a écrit sur Suis-je un hypersensible et donc voilà, les bouquins de Midal. Voilà. Une personne aussi qui dit que qu'en vieillissant, elle a l'impression que son hypersensibilité s'accentue. Mhm. Oui, c'est possible. C'est possible parce que. Alors, il faudrait qu'elle nous précise si c'est une hypersensibilité qu'elle vit bien ou qu'elle le vit moins bien. Parce que moi, j'ai tendance à aussi penser que mon hypersensibilité, plus je vieillis, plus je l'assume, plus elle s'accentue. Moins je supporte les endroits bruyants, moins je supporte les endroits trop lumineux, moins je supporte les chauds et froids, moins je supporte l'injustice. Oui, effectivement. Euh, Plus on assume son hypersensibilité, plus on est sensible, j'ai envie de dire. Un commentaire, pareil, qui dit l'amitié, l'amour, pas toujours simple. Non, bah non, parce que souvent l'hypersensible est très exigeant en amitié. C'est quelqu'un qui a besoin des autres, qui a besoin voilà, de relations fortes et qui ait une vraie investissement dans l'amitié, parce que lui donne beaucoup généralement et il attend quelque chose en retour. Et souvent, il est déçu parce qu'en amitié, parfois, il y a des amitiés un peu superficielles. Donc, il peut être déçu. En amour, c'est encore un autre problème. En amour, je vais parler de moi, l'hypersensible cherche deux choses qui sont un peu euh, opposés. Ils cherchent à la fois une sécurité dans une histoire, une stabilité, et en même temps, ils cherchent un renouveau permanent. Et souvent, ça donne des relations compliquées pour l'hypersensible, parce qu'il peut très vite se lasser d'une relation, voilà, il peut être très instable sur le plan affectif. Donc oui, l'amitié et les relations sentimentales sont pas simple pour les hypersensibles. Il y a une personne qui dit, vous parlez de l'hypersensibilité comme d'une force, mais cela peut être longtemps une souffrance. Comment Mhm. conseiller les personnes qui ne maîtrisent pas ces trop grandes fluctuations? Moi, une fois de plus, je reviens à moi, puisque je ne suis pas coach. Je dirais que
rien que le fait de mettre à jour son hypersensibilité, déjà en soi, pour moi, c'est déjà vraiment être sur le chemin d'un mieux-être. Euh, Après, je pense que il ne faut pas hésiter à aller voir des coachs spécialisés dans l'hypersensibilité ou des psychologues qui connaissent bien le problème pour travailler sur des points précis, que ce soit l'estime de soi, que ce soit les peurs, que ce soit la culpabilité, euh, pour trouver des moyens voilà, de calmer cette culpabilité. Moi, j'ai un truc qui me revient en permanence, c'est l'importance de rester dans le présent. C'est-à-dire que j'avais tendance, moi, avant de découvrir mon hypersensibilité, d'être soit dans le passé, c'est-à-dire d'être dans la culpabilité de ce qui était arrivé, soit d'anticiper le futur et de m'angoisser sur comment sera le futur. À partir du moment, et je l'ai découvert dans le livre de Eckhart Tolle sur le pouvoir de l'instant présent, à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait s'ancrer dans le présent et qu'il n'y a que le présent qui existe, ça m'a beaucoup aidé à me débarrasser des angoisses, des peurs et des culpabilités. Une dame qui demande comment diagnostiquer une hypersensibilité chez les enfants quand on a de sérieux doutes. Ben, il ne faut pas hésiter à lire déjà là-dessus. Y a pas mal de bouquins qui ont été écrits sur l'hypersensibilité des enfants. Voilà, je pense que là, pour le coup, c'est pas un domaine sur lequel je suis très pointu, mais bon, les enfants hypersensibles sont souvent des enfants très actifs, sont souvent des enfants très en demande d'informations, voilà. Ce sont souvent des enfants assez précoces qui lisent très vite, qui écrivent très vite, qui voilà, ont un imaginaire hyper développé. Et bon, on remarque ça assez rapidement hein, chez un enfant qui est très éveillé comme ça, voire même trop éveillé. Et ce qui fait que, bon, il faut pas hésiter à aller voir des spécialistes pour lui trouver des solutions pour l'apaiser, quoi. Et surtout lui dire qu'il n'est pas. Et puis surtout ne pas essayer de le brimer, quoi. Il faut tout faire pour. À la fois le cadrer, parce que c'est un enfant, ça se cadre, c'est normal, et en même temps, ben, aller aussi le pousser vers ses passions, quoi. Et il faut vraiment encore plus éveiller un enfant déjà hypersensible. Puis il y a une personne qui demande comment convaincre un hypersensible qui s'ignore et qui est totalement fermé à ce genre d'idées. Eh ben, faut pas forcer. Il faut le laisser faire son chemin. C'est que cette personne découvrira plus tard son hypersensibilité ou pas. Moi, il y a beaucoup d'hypersensibles, et ça, c'est vraiment un truc qui est assez récurrent, quand on leur dit je pense que tu es hypersensible, ils vont tout de suite vous dire oh non, 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 moi je déteste être mis dans des cases. Moi, ces trucs-là, ces phénomènes de mode, il y a les pervers narcissiques, il y a les hypersensibles, tout ça, ça me gonfle. Non, non, je suis pas comme ça. D'emblée, ils vont rejeter l'affaire. Bon, ben, ok. Et puis, en fait, tout d'un coup, un jour, ils sont comme ça dans la bagnole et ils écoutent une émission de radio qui parle de l'hypersensibilité. Et là, pour le coup, ben, ils sont pas préparés. Et ils découvrent ce que c'est que l'hypersensibilité, les détails de l'hypersensibilité, les caractéristiques. Et tout d'un coup, boum, révélation. Donc, je pense qu'il faut laisser à chacun avoir son rythme. Il ne faut pas forcer la personne à lui dire qu'elle est hypersensible. Il faut lui dire, mais tu sais, c'est plus, c'est moins cliché que ce que tu imagines. C'est pas de l'hyperémotivité, c'est pas c'est pas de l'hyperactivité. Non, c'est un surplus d'informations. Ça te parle, ça, d'avoir tout le temps l'esprit qui trotte dans ta tête comme un petit vélo? Ça te dit quelque chose? Ah ouais, peut-être. Ouais, bon, peut-être. Maurice Barthélémy, on vous parlait d'une petite anecdote en tout début de rencontre. Ok. Vous ne connaissiez pas Brest, mais sachez que Brest vous connaît. Et du coup, je vais laisser la parole à Éric Hervé. Hop, on va essayer en tout cas. Oui, Ah, yes! Excellent!
J'ai posté. Salut Maurice. Salut, écoute, j'ai posté sur Instagram l'émission qui est passée hier sur Inter. Ouais, excellent. Et donc, ce qui était drôle, c'est que, évidemment, je m'étais levé à 5 heures du mat. Et dans mon demi-sommeil, tout d'un coup, j'entends il va faire tout noir. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire? Et j'écoute la radio. Et c'est là-dessus que je tombe sur le sujet et sur ce que tu fais. Ah, c'est super, ça me fait très plaisir de te rencontrer. Ah, merci. C'est bien. Moi aussi. Je traque à ta santé. Je viens de finir la tournée, en fait. Bah, écoute, c'est super drôle. Et moi, je suis tellement content que chacun s'approprie ce genre de répliques. Et puis, j'aime bien l'esprit de résistance. Ça me fait. Voilà, je trouve ça super. Donc, continue. C'est super chouette quand même les réseaux sociaux. C'est-à-dire quand même, hier je découvre quand même que ce que fait Eric et que tous les soirs, il annonce le couvre-feu en disant aux gens de son village avec son mégaphone, ça va être tout noir. Et les gens lui répondent ta gueule. Et en fait, parce que c'est une réplique d'Heureux, pour ceux qui n'ont pas vu Heureux. Et ça me fait pleurer de rire, quoi, parce que je me dis... Oh la vache, c'est étonnant, quoi. C'est quelque chose qui nous a complètement échappé, cette affaire. Très bonne surprise, je vous remercie beaucoup. C'est donc sur cette surprise que nous allons déjà arriver au terme de cette rencontre. Je tenais à vous remercier, Maurice Barthélémy. C'était un grand plaisir. Et au revoir et vive la Bretagne.